Bonjour à toutes et tous. J'ai participé à un certain nombre de congrès de chimiométrie, je crois, dans le passé, et j'ai pas vu beaucoup d'orateurs industriels invités. Donc je remercie le comité d'organisation d'avoir fait une entorse cette année, parce que je ne suis pas du monde académique, je suis plutôt du monde industriel. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille actuellement chez Total et j'ai rejoint récemment la R&D du groupe sur les parties data science et intelligence artificielle. Donc un peu comme Cyril ce matin, j'ai fait mon titre de présentation il y a longtemps. Puis quand je me suis penché sur les slides, je me suis aussi dit que le titre n'était pas forcément très judicieux. Quoi qu'il en soit, je voudrais un peu ouvrir dans ce talk, je voudrais ouvrir un peu à partir de la chimiométrie vers ce qui est tous les buzzwords qu'on entend, et je vais en détailler quelques-uns. Alors je me suis dit, si on veut partir de la chimiométrie, il faut bien définir ce que c'est la chimiométrie. Donc j'ai pris deux définitions. La première du professeur Massard et de son handbook, la deuxième dans Wikipédia. Et donc quand j'ai relu ces définitions, que vous connaissez évidemment bien, je me suis dit, en fait, le cadre de la chimiométrie, il est relativement bordé. C'est-à-dire qu'au départ, on est quand même sur une discipline chimique. Alors on sait qu'elle a évolué au cours du temps, parce qu'en fait, au bout du compte, dans les congrès, on a vu aussi, on n'a pas toujours que des spectres ou des données chimiques. On a une extraction d'informations, ça c'est des mots qui reviennent souvent. On a une connaissance à extraire des données, donc on est aussi sur la partie interprétabilité de ce qu'on fait en chimiométrie. Et puis, ce qui percolait pas trop dans les définitions, mais que je considère comme étant quelque chose d'acquis pour la chimiométrie, c'est qu'on est toujours sur des données structurées. C'est-à-dire qu'on travaille avec des matrices, on travaille avec des spectres, on travaille avec des tableaux. Voilà, on est sur des données structurées. Je vais revenir un peu après sur ce qu'on peut faire avec des données non structurées. Donc voilà, la chimiométrie, c'est à peu près ça. Puis j'ai balayé tout le spectre, et alors je suis parti sur les big data. Alors le big data, maintenant, c'est devenu presque un nom commun. Est-ce que tu vas pouvoir faire ça avec les big data? Les big data vont te faire ci. Et j'ai repris quelques copies d'écran. On peut trouver même des sondages. On demande aux gens dans la rue qu'est-ce que vous pensez des big data? Est-ce que ça va vous aider dans la vie? Enfin voilà. Donc j'ai pas forcément trouvé de définition du big data. Donc ça, c'est déjà une différence avec la chimiométrie. J'ai pas vraiment trouvé. Alors ce qu'on trouve, c'est ça. Donc pour être du big data, on doit obéir à la règle dite des 5 V, qui est là 6 V. Donc on a le volume, évidemment il est contenu dans le titre, donc on dit c'est big, mais big ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est gros? C'est quoi un gros jeu de données? Donc il y a des terabytes, il y a des unités qui viennent, etc. Il y a la vélocité, donc c'est souvent des données, big data c'est des données qui arrivent très rapidement. Donc là c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait en chimiométrie, on a souvent des données analytiques, on a des données offline. On n'a pas forcément des données qui arrivent tous les jours, on a du mal à faire des expériences, etc. La valeur, bon, c'est tirer de la valeur des données, donc là on retrouve, je pense, un gros point de la chimiométrie, on a parlé de statistiques ce matin. Variabilité, donc on a beaucoup de données qui sont variables, donc on n'est pas sur une spectro de masse, on n'est pas sur... Ça bouge dans le temps, c'est beaucoup de données qui viennent notamment d'Internet et de l'IoT. Une partie véracité, c'est quoi la véracité de nos données? Ça c'est aussi un point important des big data, parce qu'on peut mettre un certain nombre de données, un gros volume de données. Si la moitié sont erronées, on aura peut-être du mal à faire quelque chose. Donc il y a tout un pan autour de la dispo, de la véracité. Est-ce que ces données sont authentiques? On a des segments du big data où en fait on cherche à détecter des données réelles, de données falsifiées, des fois on purpose, pour orienter les résultats. Et puis la variabilité, donc je vais y revenir, c'est voilà, les données structurées, non structurées, dynamiques, temps réel. Voilà, ça c'est une semi-définition imagée des big data. Ma définition à moi, c'est que quand on peut mettre les données sur une machine classique et qu'on peut faire quelques calculs, même si on a plusieurs sources, même si on pense que le jeu de données est gros, si ça passe sur une machine même légèrement dopée, c'est pas du big data. Ça, c'est ma définition. Alors les données structurées et non structurées, c'est important parce que je pense quand on assiste au congrès chimiométrie, encore une fois, on est beaucoup sur des données, des exemples, des applications sur des données structurées. Donc des tableaux, hein, des matrices, des spectres évidemment, mais pas que. Toutes les données non structurées, c'est tout ce qu'on peut considérer comme n'étant pas possible de mettre dans un tableau. Donc un texte, un mail, des images satellites avec des résolutions différentes. On ne peut pas les quantifier toujours, on va augmenter. La taille des images par exemple au cours du temps, les photos bien évidemment, de caméra à caméra, la vidéo, on a aussi des données de trafic, on a beaucoup de données, si vous voulez, qu'on ne peut pas mettre systématiquement dans une base de données relationnelle et systématiquement dans des matrices. Donc tout ça, c'est le pan non structuré de la donnée. Et quand on fait de la big data, si je reviens au slide précédent, en fait, on travaille aussi bien, donc ça c'est une différence avec la chimiométrie pour moi, on travaille aussi bien sur ce type de données que sur des données structurées. Donc on mélange globalement tout. Dans un terme qui est aussi très à la mode, qui est un data lake. Donc un data lake vous permet de stocker des données structurées et des données non structurées.
versus une base de données relationnelles type SQL, où on n'a que des données structurées. Alors, juste un point aussi sur les données structurées, ce qui est important, c'est que quand on travaille sur des données structurées, qu'on les stocke dans les bases de données, il faut penser à tout avant. C'est-à-dire que vous définissez souvent un nombre de colonnes, des relations entre les tables. Et si vous avez, par exemple, je dis n'importe quoi, sur une usine, vous achetez 500 capteurs de plus, vous aurez du mal à les stocker dans votre base de données si vous n'avez pas pensé au départ à prévoir ces colonnes pour les mettre. Si la taille de l'image, parce que vous changez de caméra, augmente, vous êtes obligé de créer une autre base de données, etc. Donc c'est aussi lié au stockage des données. La structuration des données est importante pour ça. Alors, machine learning. Donc, on a eu la question déjà ce matin un petit peu. Donc, tout le monde le sait plus ou moins. On essaie de faire quelque chose, faire dire quelque chose à une machine sans l'avoir expressément programmé pour. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas forcément si nouveau que ça. Et moi, j'ai décomposé la partie artificial intelligence, machine learning et deep learning comme ceci. C'est-à-dire que le deep learning est une partie de machine learning et le machine learning est une partie de l'intelligence artificielle. Donc c'est un subset à chaque fois. Je pense que ce qu'on fait en chimiométrie se rapproche grandement et est du machine learning. Une autre représentation qui est globalement la même, et on voit bien que le terme artificial intelligence, il est apparu, bon, j'ai trouvé 1956, mais ça montre bien que c'est relativement ancien. Et là, pourquoi c'est populaire maintenant? Pourquoi ça explose? Je pense que c'est par rapport au volume de données. Donc on a de plus en plus de données. On a tous dans notre poche un espion qui génère un certain nombre de données. Et on a un deuxième espion qui est celui-là. Quand on va sur Internet, on clique. Tout est stocké, tout est analysé. Avec la protection des données personnelles, bien évidemment. Mais si vous prenez par exemple un site de musique en ligne comme Deezer, si les gens l'utilisent, ou Spotify, c'est pareil. Tous les logs sont systématiquement stockés et sont analysés chaque jour. Donc ça fait des millions et des millions et des millions de lignes qui sont analysées systématiquement. Donc on a un volume de données qui croît, et c'est comme ça qu'il vous génère des recommandations, ou vous classifie dans des clusters, etc. Donc on a un volume de données qui croît, on a des algorithmes de plus en plus performants. Je ne sais plus qui a mentionné le XGBoost ce matin, mais XGBoost c'est un algorithme qui est assez récent, qui n'est pas forcément très populaire en chimiométrie. Et pour la petite histoire, ça gagnait quasiment tous les concours de data science qu'il y avait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc on a des algorithmes qui poussent de plus en plus loin, donc volume de données grandissant, algorithmes qui poussent de plus en plus loin, et puis bah, évidemment on a la puissance de calcul, c'est plus trop un problème comme c'était il y a quelques années. Après on a aussi, au niveau du machine learning, de l'intelligence artificielle, on a aussi une communauté qui est très dynamique et qui grandit énormément. Notamment autour de Python. Donc j'ai mis ici une bibliothèque que certains d'entre vous connaissent sûrement qui s'appelle scikit-learn, où vous trouvez, alors si vous pouvez lire, on va retrouver des choses qu'on fait en chimiométrie. Scikit-learn, c'est une bibliothèque, c'est une collection de librairies Python où il y a tous les algorithmes qui sont tous détaillés, avec des jeux de données, avec des explications. Donc c'est une communauté qui est très dynamique et vous retrouvez facilement du code, et dès qu'il y a un algorithme qui est développé, il est mis dans Scikit. Donc encore une fois, de l'open source, vous avez aussi GitHub, où vous pouvez partager du code, collaborer avec des gens du monde entier. Donc c'est une communauté qui est très dynamique en machine learning. Et je serais tenté de dire, mais c'est pas du tout par provocation, on n'a plus cette communauté-là, en tout cas internationale en termes de chimiométrie, pour du partage de code, pour des toolbox MATLAB, des choses comme ça. Il y a eu, je pense, un peu plus de dynamique à un moment, mais on a du mal, et les gens se sont orientés vers du Python. Il y a eu le choix cornélien entre Python et R. Je pense que R reste aussi assez puissant, fait aussi du machine learning, mais bon, de ce que je vois, en fait, Python prend énormément d'importance, et on trouve beaucoup de code. Donc ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à aller voir. Il y a des comparaisons de méthodes, il y a des jeux de données. On retrouve notre jeu de chimiométrie, il est dedans, hein, le jeu de classification sur les fleurs, sur les iris, là, que tout le monde connaît, jeu de base. Il se retrouve dedans, mais on a pas mal de choses, et encore une fois, des algorithmes très performants. Pardon, je suis dans le mauvais sens. Alors si je reviens à Total un petit peu, je vais essayer de gérer mon temps. Hop. Voilà, j'ai essayé de lister un certain nombre de sujets sur lesquels on travaille autour de la data science et de l'intelligence artificielle. Donc je ne sais pas si vous pouvez lire partout dans la salle, mais en fait ça couvre à la fois des applications, des sujets moyen terme et des sujets un petit peu long terme. Donc on retrouve de l'imagerie, on travaille par exemple sur la causalité. On a aussi pas mal d'applications, on voudrait connaître la cause de problèmes, connaître la cause de panne, connaître la cause de failles sur des images sismiques, des choses comme ça. On travaille autour de l'énergie. Puis on retrouve des termes qui sont là à gauche,
deep learning, intelligence artificielle, ML. Donc on travaille aussi sur ces méthodes-là pour soit les appliquer, soit les développer un petit peu plus par rapport à nos besoins. On travaille sur la modélisation moléculaire, il y a pas mal de choses. Donc certains sont des sujets R&D, certains sont des sujets un peu plus industriels et un peu plus avancés. Alors j'ai choisi de vous montrer un des projets, un des sujets, qui n'est pas si éloigné de la chimiométrie, je pense qu'on pourrait le traiter avec, mais la fin de l'histoire essaye de vous donner un peu des pistes pour voir un peu pourquoi la chimiométrie est un subset de tout le reste. Donc le sujet est assez simple, j'ai essayé de faire un peu de chimie quand même. C'est une colonne de distillation dans une raffinerie. Donc il faut savoir que dans une raffinerie, vous rentrez du pétrole brut, il passe par du dessalage, un train de préchauffe et il rentre dans une immense colonne, plusieurs dizaines de mètres de haut, où il est distillé, donc c'est-à-dire qu'il est globalement coupé en coupes assez grossières pour être ensuite envoyé vers d'autres unités et pour être en fait raffiné, d'où le terme raffinerie. Donc on a un problème sur une de ces colonnes qui est qu'en fait un des plateaux de la colonne s'engorge. Donc s'engorge, ça veut dire que l'équilibre liquide-vapeur en fait n'est plus maintenu et un des plateaux se remplit de liquide, ce qui fait que toute la colonne est déséquilibrée et on n'a plus les effets de la distillation attendus. Donc on a un problème industriel que j'ai mis ici à titre indicatif, environ 9 par mois sur cette colonne-là, qui est une raffinerie pas très loin de la Bretagne, à Donge exactement. Donc évidemment on perd en production et puis on perd 8 heures de production à chaque fois, c'est-à-dire qu'il faut vider la colonne, vider le plateau, rééquilibrer, réchauffer, etc. Et donc l'objectif ici de la problématique, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas fournir un diagnostic aux gens qui opèrent la colonne, donc aux opérateurs, en temps réel, pour anticiper ces engorgements, donc pour anticiper ces problèmes de production. Et donc un point qui est important, c'est que le end user, c'est pas un ingénieur process en centrale, ou c'est pas quelqu'un qui va regarder de temps en temps, on veut donner ça directement en bas, à la salle de contrôle, à l'opérateur. Alors évidemment, il y a des choses qui ont été faites. On ne s'est pas lancé sur ce sujet comme ça. Donc il y a des gens qui ont réfléchi un peu aux formules théoriques, donc des équilibres thermodynamiques et des formules théoriques qui sortent de bouquins de chimie et de distill. Et donc il y a des indicateurs qui existent, donc il y en a un qui est FCAP, que je l'ai mis parce qu'en fait après on voit les résultats de ces deux indicateurs. Et puis le deuxième, c'est indicateur avancé, c'est un qui mélange un petit peu la théorie et puis la connaissance que les gens ont du process. Et donc ils ont codé un indicateur, on va dire, amélioré de FCAP pour essayer d'anticiper ça. Nous, ce qu'on a pris comme approche, et d'où l'approche data-driven dans le titre, c'est qu'on s'est dit, on est nul en distillation, on est nul en process, mais vous avez énormément de données qui sont capturées, des pressions, des températures, des ouvertures de vannes, de la qualité, de la densité du brut, etc. Vous avez énormément de données autour de la distille. Pourquoi on n'essaierait pas d'en faire un modèle de machine learning ou un modèle de chimiométrie au bout du compte? Ça revient à peu près à ça. Donc on s'est lancé là-dedans. On a les mêmes travers que ce qu'on a en chimiométrie. Des fois, les données ne sont pas forcément toutes utiles. On a des données redondantes, donc on passe beaucoup de temps à filtrer les données. On a aussi d'autres problématiques qu'on ne retrouve pas forcément quand on fait du offline. On doit implémenter ces calculs en temps réel sur des serveurs qui ne sont pas toujours très performants. Donc on a un processing power qui est limité, donc il faut penser à ça dès le départ. On veut quelque chose en temps réel, je l'ai déjà dit. On a aussi des problématiques de la mise en œuvre qui sont que ça nous coûte si on se trompe sur les prédictions. Puis le dernier point est important, c'est l'interprétabilité des modèles. Donc on a en IA ou en machine learning beaucoup de modèles performants qui vous classent des images, qui vous prédisent des ventes et des choses comme ça. Nous, on s'est mis la contrainte de se dire il faut absolument qu'on ait un modèle qui soit interprétable, parce que les gens qui sont les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les opérateurs, ils ne vont pas nous croire si on leur donne un modèle qui est totalement black box. Donc ça, c'est aussi le challenge de travailler avec des données industrielles. General Data Science Workflow, vous allez retrouver en fait globalement un workflow de chimiométrie. J'aurais mis Chemometrics à la place de Data Science, c'était pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir des données avec plusieurs sources potentiellement, on va les pré-traiter, on va les mettre dans un modèle qu'on va entraîner, et puis on va sans doute valider, tuner notre modèle comme on fait classiquement. Et puis après la partie temps réel, prédiction, prescription, c'est pas forcément toujours ce qu'on met, mais on peut le faire. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez classique. Donc ça démystifie aussi des fois le terme data science. On trouve ce genre de graphique sur Internet en disant c'est de la data science. Alors dans notre jeu de données, on avait, alors voilà, vous allez me dire si c'est big data ou si ça l'est pas, mais je pense que ça l'est pas. On a des données de tous les capteurs qu'il y a autour de la colonne, un peu avant, dans la colonne et après.
On a 1 million de points, donc sur à peu près 2 ans, 1 million de points, 1279 variables, donc c'est quand même, certains peuvent considérer ça gros si on fait la multiplication du nombre de valeurs, mais bon. Voilà, donc on a fait du data cleaning, donc comme j'ai expliqué, enlever des capteurs qui étaient redondants, des valeurs constantes, etc. Et chose assez intéressante, on a fait aussi du feature engineering, c'est-à-dire on s'est dit, les gens qui connaissent le process, ils ont déjà calculé des choses, ils ont déjà réfléchi au problème. Donc on a rajouté un input de nos données de capteurs bruts, on a rajouté des différences de température, des variables calculées, et on a rajouté les 2 indicateurs que je vous ai montrés tout à l'heure. Parce qu'on s'est dit, ça marche quand même déjà un peu, mettons-les en entrée, ça va quand même être intéressant de savoir ce que ça donne. Donc on a fait beaucoup de choses comme ça, et on s'est limité donc à 830 variables. Point important aussi, on est dans une situation qui est vraiment défavorable pour nous. Donc les points orange qu'on voit à peine, la barre orange, c'est quand la colonne elle est offline, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas, donc on ne va pas prendre ces données-là, parce que c'est des données à enlever. La barre verte, ce qui est normal, et heureusement pour nous, c'est quand la colonne fonctionne correctement, donc c'est les données NOC, Normal Operating Conditions. Et puis après, on a la situation de post-flood, donc ça c'est les 8 heures à chaque fois, pendant que la colonne on la rétablit. On n'a pas grand-chose non plus à apprendre de ces données-là, parce que c'est trop tard. Et donc en fait, on doit apprendre, faire entraîner un modèle à partir des situations de pré-flood, qui est la barre violette, qui constitue en gros 1% des points. Donc c'est une situation assez défavorable pour le machine learning aussi. Mais c'est une réalité industrielle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de l'undersampling, on a essayé différentes choses, et puis on s'est mis une métrique qui est l'AUC sous la courbe ROC. Donc globalement, vous essayez de voir si vous loupez des événements, c'est-à-dire que si vous voulez détecter les engorgements, est-ce que vous en loupez ou est-ce que vous alertez aussi de façon erronée? Donc, on peut imaginer que si vous les détectez tous, c'est bien, mais si par exemple vous faites aussi 1 millier d'alertes qui est complètement fausse, c'est pas très très bon. Donc cette métrique, elle est assez connue en data science, hein, c'est souvent comme ça qu'on quantifie les modèles, mais pas que. Elle vous permet un peu de mettre le curseur, elle vous donne une valeur qui est interprétable. Donc globalement, si vous avez un classifieur qui a une AUC de 0,5, c'est comme jeter une pièce en l'air et dire pile ou face. Quand vous avez une AUC de 1, c'est globalement que vous avez un classifieur, c'est-à-dire qu'il va vous dire engorgement ou non, qui ne se trompera pas. Après, on balaye entre les deux. Alors quelque chose d'important aussi pour l'application, c'est qu'on s'est dit, si l'engorgement il arrive à un moment donné dans la colonne, toutes les données qu'on va collecter en amont, il ne faut pas les prendre en même temps. Parce qu'en fait, l'effet, par exemple sur le train de préchauffe qui est en amont de la colonne, il ne va pas se voir de façon immédiate à cause de l'inertie de la colonne, à cause de l'inertie de la donnée de l'unité industrielle, il ne va pas se voir tout de suite. Donc là, on a fait une partie un peu R&D, on a essayé d'introduire ce qu'on appelait des time lags, donc on s'est dit on va prendre les données un certain nombre de minutes avant que le problème n'arrive. On a essayé de faire ça de façon relativement intelligente, c'est-à-dire qu'on a fait par groupe de variables, on s'est dit tout ce qui est autour du train de préchauffe, on va même prendre le même time lag, tout ce qui est l'entrée du brut, on va prendre un même time lag qui est un peu plus long. Et en fait, on a fait 2 choses. On a pris ça par rapport à la connaissance des gens du procédé et on a aussi travaillé avec des algorithmes mathématiques pour essayer de confronter les deux. Donc pour ceux qui connaissent, je ne suis pas spécialiste, il ne faudra pas me poser des questions là-dessus, mais on a utilisé les concepts de mutual information qu'on a un peu modifiés pour essayer de se dire, tel groupe de variables, on va plutôt prendre 60 minutes avant. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on a confronté les estimations, on va dire, process expert et les résultats de l'algorithme, ça matchait quand même pas mal à quelques minutes près, donc ça c'est intéressant, mais ça a amélioré grandement les modèles. Donc voilà quelques résultats quand même. Donc ce que je vous avais montré, FCAP IA, donc FCAP théorie, IA indicateur avancé, c'est plus la partie expert process, et puis nous best model. Best model étant un modèle random forest. Le jeu qu'on a testé là pour les slides, c'est 27 événements à détecter. Donc ce qu'on voit là-dessus, c'est qu'en fait, sur les 27 événements à détecter, FCAP, qui est la théorie, il va tous les détecter. Il va dire, OK, 27 fois en avance, il va savoir si c'est un engorgement. Par contre, il va alerter 1870 fois de manière complètement erronée. Donc, ce qui pose un problème pour l'utilisateur, on est tous à même de le comprendre. L'indicateur avancé, à l'inverse, lui, va alerter un petit peu moins, donc un ratio 10, 186 fois de façon erronée, mais par contre, il va en louper pas mal. Et là, on voit qu'en fait, avec un modèle de machine learning, avec un peu de connaissance process, un peu d'introduction de time lags, un peu de connaissance, donc aussi garder en tête que peut-être que l'intelligence artificielle ne va pas faire tout de façon automatique, parce qu'on a fait d'autres modèles sans cette connaissance-là et on n'est pas très bon non plus. Donc on a mixé, enfin moi c'est un message que je fais passer, c'est qu'on mixe un peu la connaissance qu'ont les gens, la connaissance chimique, la connaissance thermo-industrielle, avec des techniques, des algorithmes qui fonctionnent bien.
Donc on a mixé, et donc là on voit sur cet exemple, mais depuis on a fait un petit peu mieux, qu'on en détecte 24 sur 27 et qu'on alerte entre guillemets que 76 fois de façon erronée. Et en plus, le 76, quand on a discuté avec les gens du site, ils nous ont dit peut-être que c'est même pas des fausses alertes, parce que c'est peut-être des débuts d'engorgement, et les opérateurs ont peut-être réagi déjà, donc vous le détectez bien, c'est pas une fausse alerte. Donc voilà, donc on a une contrainte ici, qu'on s'était donnée, c'est-à-dire que ici, voilà, ça nous donne une probabilité globalement qui est assez flat, et quand on est en situation de pré-engorgement, la probabilité augmente. Donc ici, le modèle va alerter, et l'engorgement réel, il se trouve ici. Donc on permet de détecter une situation en disant attention, vous allez vraiment avoir un problème sur l'unité, et on s'était mis la contrainte de 60 minutes, qui est l'échelle globalement que vous avez, si je retrouve mon curseur, que vous avez ici entre les deux. Et donc on a différentes situations, différents engorgements. Donc tout ça c'est du ML, c'est de la chimiométrie à la limite. Ce qui est important aussi de voir au théorie du terme data science, c'est qu'on a un peu plus, parce qu'en fait on a aussi tout le déploiement, toute l'architecture informatique. Parce que maintenant c'est ce qu'on est en train de faire, c'est en train de travailler sur le déploiement industriel de ça. Et pour ça, il faut une architecture qui va bien, parce qu'en fait, on veut donner une prédiction sur un modèle à 830 variables de random forest à un opérateur qui, lui, est dans une salle de contrôle, dans une raffinerie. Donc il n'a pas forcément toute une panoplie de serveurs ou d'ordinateurs à même de calculer ça toutes les minutes. Et donc, du coup, en fait, je pense que le terme data science, c'est aussi une partie de technologie. Donc moi, j'aurais bien aimé l'appeler data science and technology. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on remonte tous les capteurs dans le cloud, on fait les calculs dans le cloud. Donc on peut mettre nos modèles, mettre à jour, faire tout ce qu'on veut dans le cloud, et on redescend uniquement la prédiction à l'opérateur. Et il y a tout un pan de la data science qui concerne la techno, qui concerne le cloud, et qui concerne comment on va en fait calculer, fusionner les données en temps réel, avec des volumes qui sont parfois bien plus importants que ce que j'ai montré là. Donc il y a une partie là-dessus. Donc on travaille sur l'architecture, on travaille sur la qualité des données. Donc je pense que aussi c'est données, ML et puis architecture IT, donc c'est un peu les trois pans aussi de la data science, parce qu'en fait dans les données il y a le nettoyage, j'en ai parlé, la qualité, la véracité, mais il y a aussi tout ce qui est IoT. IoT c'est Internet of Things, donc c'est tous les capteurs qui peuvent être wireless, qui commencent à percer, qu'on veut aussi mettre, tout ça, ça va nous générer des données. Qu'est-ce qui se passe si on rajoute des capteurs IoT? Il va falloir donc pour moi la data science fait un peu le lien entre les trois, ce qui est aussi ce qu'on fait en chimiométrie, sauf qu'on ne fait pas forcément de déploiement généralement très poussé sur du cloud en temps réel. Donc voilà, donc on est en train de travailler là-dessus, et en fait on est en train d'essayer de mettre la prédiction pour les opérateurs. Alors j'ai voulu mentionner aussi un autre exemple de ce qu'on fait chez Total, c'est qu'on travaille sur l'intelligence artificielle, donc ça c'est un communiqué de presse qui date déjà de quelques temps. Donc on travaille aussi avec Google, donc on essaye de faire par contre des choses un peu plus avancées que ce que je vous ai montré là. Donc on balaye un peu le panorama, donc l'intelligence artificielle là-dessus avec Google, c'est en fait on essaye de labelliser de façon automatisée des images sismiques. Donc des images sismiques sont utilisées pour explorer et produire du pétrole. Et en fait, globalement, c'est des gens qui labellisent des images en disant ici on a une faille, ici on a tel type de roche, etc. Donc la labellisation est très très compliquée. Et on a un gros projet qui est celui-là pour essayer de labelliser de façon automatisée les données, donc avoir beaucoup plus de puissance à la fois de calcul et aussi à la fois de labellisation pour faire ensuite des modèles prédictifs pour essayer de détecter plus rapidement des zones où il faudrait forer. En conclusion, donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que c'est une sous-partie ou une partie de machine learning et de l'AI. Sur ce slide, on retrouve différents pans. On a de la techno, on a des données, on a des bases de données, on a des données non structurées. Donc je pense que tout ce qui est data science, intelligence artificielle, c'est l'élargissement du scope. Alors pour répondre à la question de Cyril un petit peu ce matin sur l'IA et le ML, si on prend mon exemple, c'est pour ça que je l'ai mis, on fournit quelque part un prédicteur qui est un modèle de ML pour anticiper un engorgement. Pour moi, l'intelligence artificielle sur cet exemple-là, ce serait de dire, à partir de l'indicateur, on va trouver un modèle qui, lui, va directement réagir, sans que ce soit un opérateur, pour éviter ce problème-là. Et là, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'en fait, notre indicateur, il va servir à un opérateur qui va sans doute savoir où agir sur son unité pour éviter. Donc on va avoir le gain du ML. Par contre, si on pouvait, de façon un peu plus automatisée, autonome, empêcher ces engorgements grâce au prédicteur, on serait plutôt dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'exemple de la voiture a été donné. Il y a différents exemples. Mais quelque part, des modèles machine learning vont alimenter d'autres
on va dire, programmes ou algorithmes d'intelligence artificielle qui seront sans doute un peu plus complexes et plus autour de l'optimisation, de l'automatisation. J'ai aussi mentionné ici 3-4 mots qui commencent à percer. Donc on a eu la mode Big Data, après on a eu la mode Machine Learning, après à un moment où tout le monde parlait plus que de Deep Learning, donc c'était plus que ça. Maintenant, ce qu'on commence à voir, c'est des choses qui ont aussi, on a essayé de faire, je crois, ça en chimiométrie il y a quelques années, c'est AutoML, donc la chimiométrie un peu sans avoir à décider du nombre de variables latentes, de sélectionner des variables, donc des choses qui existent. Il y a des choses qui percent un peu. Et Google, justement, propose du AutoML directement sur son site. Donc vous mettez des jeux de données, il vous fait tout pour vous, et c'est magique. Mais il y a quand même pas mal de gens qui réfléchissent à ça. Apprentissage par renforcement. Donc ça, c'est globalement aussi un des nouveaux algorithmes qui percent actuellement. Donc là, globalement, vous avez une situation où vous faites évoluer un algorithme dans un environnement. En fait, selon l'évolution de l'environnement, on donne j'allais dire des rewards, je trouve plus le mot en français, mais des récompenses, voilà, des récompenses ou des punitions à l'agent, et on fait évoluer son environnement, quelque part il se balade, et en fait on arrive à facilement trouver des optimums. Donc ça c'est assez puissant actuellement. Les GAN, donc les Generative Adversarial Networks, donc ça sert beaucoup pour la génération d'images. Donc vous avez deux réseaux de neurones qui s'opposent, vous avez un réseau de neurones qui génère des images, fausses ou vraies, il génère un peu n'importe quoi, et derrière vous avez un réseau de neurones qui est chargé de les discriminer. Et le jeu de l'algorithme, c'est en fait que l'un trompe l'autre. Et donc, celui qui génère les images, il va essayer de générer de plus en plus d'images difficiles à reconnaître, et le discriminateur, il va apprendre de ça, et il va s'améliorer. Donc on a beaucoup de générations d'images qui arrivent comme ça. Vous avez sans doute entendu parler aussi des générations de musique, de mélodies, c'est fait avec ça. Et là, on réfléchit par exemple, et là on revient un peu à la chimiométrie, on réfléchit à générer des molécules par rapport à des contraintes, par exemple. On pourrait imaginer screener un certain nombre de molécules, se donner un potentiel de trouver des molécules candidates pour telle ou telle application, grâce à des GAN. Et causalité, j'en ai parlé, on mélange allègrement dans notre discours de tous les jours et dans nos applications la corrélation et la causalité en disant telle variable est responsable de, telle variable est corrélée à, oui ça c'est sûr, la causalité c'est encore un petit peu différent, donc on cherche actuellement à avancer aussi là-dessus et on n'est pas les seuls. Voilà, c'était juste la conclusion. Alors j'ai juste mis ça sur l'intelligence artificielle parce que certaines personnes pensent que l'intelligence artificielle est un robot. Donc il y a des gens qui sont amusés à définir 3 niveaux d'IA. L'IA faible, donc je pense qu'on est quand même un peu là. On fait des modèles machine learning, on a des algorithmes qu'on connaît, on en a beaucoup de données, et puis on essaie de résoudre des problèmes. Après, il y a la super IA. Là, on intègre un peu le contexte des données contextuelles. Je vais vous donner un exemple. Si vous demandez à Google, je voudrais trouver un restaurant pour manger, si vous posez la question à 9 h du matin, ou si vous posez la question à 18 h le soir, vous avez de grandes chances que les réponses ne soient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il intègre un certain nombre de contextes qui est là, l'heure de la journée, mais bon, on peut faire des choses bien plus compliquées que ça. Donc le contexte, un petit peu, on va rajouter des données. Donc ça, c'est une super IA un peu intermédiaire. Et puis ce dont les gens rêvent actuellement, l'IA forte, une intelligence vraiment réelle, avec des émotions, du jugement, du libre arbitre, une conscience. Voilà, donc je ne fais pas partie de cela. Il y a un bouquin qui est sorti la semaine dernière, donc visiblement, on n'est pas d'accord non plus. Et quand on regarde Yann Lequin, qui est responsable de l'IA chez Facebook, qui est un Français, en fait, il est aussi plutôt actuellement partisan du fait de se dire on est plutôt entre la weak et la super, on est plutôt actuellement sur la super, on arrive quand même à faire un certain nombre de choses. Mais pour l'instant, les robots et la strong IA, c'est pas pour tout de suite. Voilà, je vous remercie. Bah, écoute. Ça m'aurait étonné. Merci, superbe présentation. J'aurais aimé que tu nous parles, mais je ne sais pas si tu peux en dire plus ou si c'est totalement confidentiel. Tu as dit mon meilleur modèle, ça a été les random forest. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents algorithmes que tu as testés et leurs performances comparées, par exemple? Ou pas? Ou pas? Ou pas. Sinon, on a testé des choses simples. On a essayé de faire des choses assez simples aussi, comme la régression logistique. On a fait aussi un peu des réseaux de neurones pour voir, en sachant qu'on aurait du mal à interpréter par rapport à un opérateur. Oui, parce que l'interprétabilité voilà. est importante. Donc on a essayé un certain nombre de choses, des choses farfelues aussi un petit peu, des choses de chez nous. Mais on a essayé de trouver un compromis entre l'interprétabilité
et des performances qui sont quand même acceptables. Parce que ça, c'est un exemple de performance, mais on est en train de faire un peu mieux. Quelque chose que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, les top variables du random forest, en fait, on les a donnés aux gens du procédé, qui ne nous croient pas que ça marche. Et on leur a dit, est-ce que vous pouvez nous vérifier qu'en fait, ces variables ont du sens au niveau process? Et donc, il y a une partie aussi acceptabilité qu'on a réussi à résoudre comme ça. Et ce que j'ai pas dit, c'est que les indicateurs IA et FCAP qu'on a vus théoriques étaient dans les top variables. Donc, ce qui est aussi quelque part rassurant. Ça amène un bout d'information, mais voilà. Donc on a balayé un certain nombre de modèles. C'est typiquement ce qui se fait aussi en data science sur les concours. Les gens balancent 10 modèles et puis ils mettent la UC en flag derrière et puis ils disent c'est celui-là le meilleur. Nous on a essayé de faire un peu plus de l'esprit chimiométrique, quoi, avec l'interprétabilité, l'acceptabilité, la compréhension même nous-mêmes de certains modèles. Donc c'est pas tes experts qui t'ont guidé vers telle ou telle variable discriminante, ça a été plutôt le modèle qui a retrouvé ce que l'expert a dit. Complètement, complètement, parce qu'en fait l'expert, encore une fois, il voulait pas y croire. Je peux comprendre que ce soit dérangeant, parce qu'en fait on connaît pas bien le process, enfin entre guillemets, et des gens qui travaillent dessus depuis des années, ils disent mais c'est pas possible qu'avec les données tu y arrives, quoi. Donc maintenant on voit quand même que ça améliore. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'approche suivante, qui est de dire un peu comme en automatique ou en maintenance prédictive, on essaie de modéliser les systèmes et pour connaître en fait vraiment les relations qui existent entre les différentes variables et pour ensuite connaître vraiment le système, savoir comment, sur quel actuateur agir pour régler tel ou tel problème. Et si aussi ça pourrait être quelque chose de faisable pour tester par exemple le reinforcement learning, parce que j'imagine que dans votre cas, demander à une machine de tester des choses, c'est peut-être pas une bonne chose, parce que si elle se trompe, il risque d'avoir des problèmes. Ouais, voilà, on est confronté dans le monde industriel justement sur la partie renforcement à des expériences et explorations, on va dire, du domaine qu'on peut pas faire, soit pour des raisons, on va dire, de valorisation financière, on ne veut pas perdre de l'argent à faire des expériences, soit surtout pour des raisons sécuritaires, parce qu'en effet, on ne peut pas déborder de certains domaines. Sur nos unités, si je prends le raffinage, on a ce qu'on appelle des window operating limits, donc des fenêtres à ne pas dépasser. Donc voilà, donc on est en train de travailler pour ces modèles, parce que je pense que c'est important, on pourrait en effet générer énormément de données, on est en train de travailler sur des simulateurs dynamiques. Donc on a monté au total un partenariat avec l'Inde, avec la société Tata, c'est pas du domaine confidentiel, c'est dans la presse aussi, où justement ils sont en train de faire un simulateur dynamique, un jumeau numérique d'une usine pour justement essayer de générer un certain nombre de points avec des modèles thermodynamiques, théoriques, enfin voilà, des modèles. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi un peu l'avenir, c'est de se dire on va mixer un peu la connaissance théorique, on a des modèles qui existent, et puis la partie data réelle qu'on peut soit simuler, soit générer si on a l'occasion, parce qu'il y a des applications où on peut générer de la donnée comme ça. Très belle présentation, Sébastien. Donc là, on voit cette tendance, on génère énormément de données, on met tout ça dans une boîte, on essaye de créer des modèles. Et quand on vient de la chimiométrie, et particulièrement quand on fait de la spectroscopie, on se rappelle de tous les problèmes qu'on peut avoir quand on doit appréhender des instruments qui vieillissent, ou la transférabilité, etc. etc. Et là, dans ce big data, oui, on met tout ça dans un fourre-tout, mais on sait très bien que chaque capteur, par exemple, là, tu vas développer un modèle entre guillemets intelligent, et tu sais que tu vas devoir le déployer sur les différentes usines qui de toute façon auront des capteurs qui sont peut-être sur le papier identiques mais qui ne le seront pas. Comment le big data, l'intelligence artificielle espère gérer ce genre de problème? Alors c'est une bonne question, parce que c'est la question qu'on se pose aussi. On n'a pas forcément la réponse actuellement. Et bon, il y a une première chose qui est de se dire, de toute façon, si les données sont mauvaises, on va avoir des mauvaises choses derrière. Donc une première approche, c'est de se dire, on renforce un peu la maintenance sur les capteurs qui sont importants pour nos modèles. Donc ça, c'est du basique. Maintenant, on réfléchit peut-être à mettre des modèles aussi qui vont essayer de détecter les données erronées. Donc de la même façon qu'on veut détecter une erreur sur une unité, on peut très bien se dire, sur tel capteur, je vais faire un modèle machine learning par rapport à l'historique, et dès que ça va déconner, en fait, il va flaguer, et du coup, on pourra combiner ces modèles. Donc c'est aussi parce qu'on a de la puissance de calcul, qu'on a beaucoup d'historique de données, qu'on va essayer de le faire, qu'on va pouvoir et qu'on va essayer de le faire. Donc on va se dire,
mon modèle random forest à 800 variables, mettons qu'il y en ait 100 qui soient les plus importantes, on va générer un modèle dessus, soit série temporelle, soit autre chose, de telle façon à ce qu'à chaque fois qu'on ait une erreur, soit un biais, soit le capteur qui tombe, soit en effet un résultat qui peut être erroné, que ça flag et qu'on puisse peut-être remonter ça après. Mais on n'a pas la réponse actuellement. Voilà. Faut savoir que ce que je montre là, en tout cas dans l'oil and gas, c'est pas forcément pour l'instant très déployé encore. On a tous en tête l'intelligence artificielle avec les Google, les Amazon, etc. Mais sur des données industrielles, avec ces problématiques-là, c'est pas encore très clair. Donc il y a beaucoup de partenariats actuellement avec Google là-dessus, mais bon. C'est la solution, une des solutions à laquelle on pense, c'est ça, c'est de mettre des modèles un peu pour essayer de vraiment flaguer sur un historique. Mais c'est grâce au volume de données, à l'historique qu'on a, qu'on peut faire ça aussi. C'est très centré procédé, donc de ce fait, bien entendu, de manière naturelle, la mesure, c'est capteur, pression, température, des choses assez classiques. Total a toujours été novateur et a toujours utilisé énormément les spectroscopies au sens large. Est-ce que du coup, dans ces bases, sont aussi incluses des spectres proches infrarouges ou vous n'êtes pas à ce niveau-là? Ou est-ce que vous considérez que ces spectres, finalement, ne sont pas forcément très intéressants? Alors, sur l'application qui est là, en fait, c'est assez simple, c'est qu'on n'a pas de spectro en ligne, en temps réel, parce que la composante temps réel est essentielle dans cette application, donc on n'avait pas de données temps réel en spectro. Après, je ne veux pas non plus dire que l'IA va tout résoudre, c'est-à-dire qu'on a des spectros qui tournent en temps réel sur une mélangeuse essence, et la PLS fait très bien l'affaire, et je ne vois pas pourquoi on irait faire autre chose. Donc évidemment qu'on va essayer de fusionner des données. Maintenant, faut-il encore les avoir et en disposer. Donc là, c'est orienté procédé, je ne les ai pas. On a d'autres projets où en effet, on va essayer d'agréger et fusionner beaucoup de données. Voilà, mais là, on rentre aussi sur les problématiques cloud, où c'est qu'on les fusionne, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Mais si on en avait eu, j'aurais regardé certainement, mais on n'a pas là-dessus. Ouais. Bon, merci encore, Sébastien.